Der Klett-Cotta-Block ist wieder im Hotel Maritim in Stuttgart. Neben mir sitzt Pierre Lemaitre. Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous avez écrit un roman sous le titre Die Farben des Feuers, avec la traduction de Tobias Scheffel chez Klett-Cotta. Le titre français, Couleurs de l'incendie. C'est le deuxième volet, la deuxième partie d'une trilogie. On a déjà parlé sur Au revoir là-haut. Et on attend certainement un troisième volet, n'est-ce pas? Tout à fait. Je n'avais pas prévu à l'origine d'écrire cette trilogie. C'est à la fin de Au revoir là-haut que en voulant écrire la suite, je me suis posé la question de quelle structure j'allais donner à cet ensemble, et j'ai découvert que cette période de l'histoire comprenait 3 décennies et qu'il y avait quelque chose d'esthétique et presque d'élégant à imaginer une trilogie. Alors j'ai cédé à l'envie de l'élégance, et en même temps, comme c'est une période très parlante de l'histoire de la France et de l'Allemagne, puisque les deux pays sont très liés dans cette période-là, enfin leurs histoires sont dramatiquement liées, ça me donne l'occasion d'une petite réflexion sur ce qu'est la France de cette période-là. Le mot « céder à la tentation » me plaît beaucoup, parce que ça a l'air que le lendemain matin, vous vous étonnez ce que vos protagonistes voulaient faire. Oui, alors, on a déjà eu l'occasion, vous et moi, d'en parler. Les protagonistes font ce que je leur demande de faire, parce que j'entends rester le patron dans cette histoire. Il y a des auteurs, y compris des très bons confrères, qui disent « Ah, le personnage m'a échappé, je ne voyais pas que le personnage allait faire ceci ou cela. » Chez moi, les personnages font ce que je veux, j'entends rester le maître du jeu jusqu'au bout. Et les personnages sont les miens, ce sont mes salariés, et quand je ne suis pas content d'eux, je les licencie. Vous êtes leur maître. Oui, j'essaye de le rester, en tout cas, j'essaie de rester. Nous sommes en février 1927. Le banquier Marcel Péricourt vient de décéder. Sa fille Madeleine, son héritière, se retrouve à la tête de l'empire financier. Mais les circonstances, le geste de son fils Paul annonce une grande tragédie. Chaque phrase de votre roman laisse le lecteur un peu perplexe. Chaque phrase, je dis bien, je souligne bien chaque phrase. Les événements se passent avec une rapidité incroyable, et pourtant vous ne dites rien d'autre que ces événements tragiques reflètent aussi l'esprit de l'époque. Nous sommes à quelques mois du déclenchement de la crise économique mondiale. Ce qui sera le grand clash, c'est la catastrophe et le déclin de la famille dans votre roman. C'est un peu bien vu. Oui, c'est un très beau résumé. Si j'avais voulu l'écrire, c'est à peu près ce que j'aurais fait. L'argent suscite la cupidité des hommes qui, eux, mettent leur existence en danger à cause de l'argent. Oui, alors peut-être là, on peut peut-être affiner un petit peu, vous avez tout à fait raison. Le moteur de cette histoire, c'est l'argent. C'est ce que j'emprunte un peu à Balzac, si vous voulez, le moteur de l'action reste l'argent, puisque ce livre est une salutation au roman du 19e siècle. Il me paraissait là aussi élégant et astucieux, en quelque sorte, de faire de l'argent, comme chez Balzac, le moteur principal de l'histoire, d'autant plus qu'il y avait quelque chose d'assez scandaleux pour l'époque, à savoir que c'est une femme qui hérite de l'argent dans un siècle de domination masculine à peu près sans partage. Donc on avait une situation romanesque assez forte, puisqu'on a une femme qui possède le premier de tous les pouvoirs, qui est celui de l'argent, et la richesse de cette femme va apparaître évidemment comme une usurpation dans ce siècle de domination masculine. La cupidité, la haine et la vengeance, votre mélange est particulièrement bien réussi. Vos personnages perdent toute approche et ou tout sens moral. Leur manque de résistance contribue à expliquer l'ampleur des désastres à la fin des années 20. Oui, c'est-à-dire que en fait, chaque personnage agit pour des raisons individuelles et psychologiques, mais quand on prend un petit peu de recul sur l'ensemble de cette histoire, on voit que d'une certaine manière, ils sont tout à fait significatifs de leur époque. Gustave Joubert est un personnage attiré finalement aussi par l'argent. Il ne résiste pas aux tentatives de gagner davantage et de faire encore plus d'argent.
Oui, alors il est un peu particulier parce que lui veut gagner de l'argent pour prendre une revanche d'une certaine manière sur son existence. C'est un homme très ambigu, vous avez raison de le dire. Il aurait voulu sortir majeur de sa promotion à l'école centrale, il n'est sorti que deuxième. Il a été le fondé de pouvoir de Marcel Péricourt pendant 20 ans et en fait à la mort de son patron, il ne se retrouve pas plus riche que quand il est rentré dans cette banque. Esselé un peu. Oui, esselé, et il a le sentiment d'être victime d'une injustice, comme si ses talents n'avaient jamais été reconnus à leur juste valeur. On verra après qu'en fait ils étaient tout à fait reconnus à leur juste valeur, mais ça on ne le saura qu'à la fin du livre. Définissez un peu plus le genre de votre ouvrage. Un roman, une fresque romanesque, un récit, un roman psychologique, un roman policier. Quel genre voudriez-vous attribuer à votre livre ? Moi j'aimerais bien qu'on dise d'abord que c'est un roman d'aventure. J'aime beaucoup moi cette idée du roman d'aventure, c'est-à-dire un roman qui avant tout repose sur une intrigue qui elle-même répond à la règle simple de qu'est-ce qui arrive à des personnages auxquels on va croire comme étant des personnages réels. Donc moi j'aime bien cette idée de roman d'aventure, je veux bien récupérer cette expression dans le caniveau où l'expression est un peu tombée, c'est comme roman populaire, hein, c'est assez mal vu, mais moi roman populaire et roman d'aventure ça me va très bien. Maintenant, c'est un roman historique dans la mesure où il se situe dans une histoire dont il se propose d'être le miroir en quelque sorte, et il est malgré tout réalisé sur le plan narratif avec les outils du roman policier. Donc j'ai envie de dire, j'aimerais bien que ce roman soit une sorte d'ovni de la littérature, c'est-à-dire un roman dont on pourrait dire c'est un roman historique mais c'est aussi un roman populaire, c'est un roman feuilleton mais c'est aussi un roman policier, c'est aussi un thriller et c'est en même temps un roman psychologique. S'il pouvait être tout ça, je serais le plus heureux des hommes. Et il n'y a pas d'hasard ? Le hasard de temps en temps dans l'écriture arrive, mais j'essaie de le maîtriser et j'essaie de faire en sorte de maîtriser mon histoire pour essayer de maîtriser le propos que je tiens au lecteur. Encore une fois, dans tous mes livres, ce qui est le plus important, c'est de laisser au lecteur l'espace pour réfléchir et donner son avis sur l'histoire. N'importe qui peut juger que Madeleine a eu raison d'agir ainsi et d'autres peuvent juger qu'elle a eu tort. Ça, j'ai envie de dire, c'est le travail du lecteur, chacun fait son boulot. Moi, mon boulot, c'est de lui raconter l'histoire et de lui laisser l'espace pour réfléchir, mais la morale, c'est au lecteur de la trouver. Je trouve que c'est un bon contrat, chacun fait sa part du travail. Les lettres de Balzac à Madame Hanska à part, j'étais très surpris, je me suis beaucoup réjoui de vos 4 pages à la fin de votre livre, où vous remerciez tous celles et tous ceux qui vous ont soutenu lors de la rédaction de votre ouvrage. Vous mentionnez aussi leurs livres et donc les sources qui vous ont inspiré. Avez-vous voulu écrire un roman historique ? C'est assez compliqué de trouver l'équilibre entre un roman historique, c'est-à-dire reposant sur une documentation et sur une réflexion historique. C'est quel est le sens de la période dans laquelle vous inscrivez votre intrigue, et de marier ça de manière étroite et élégante avec une intrigue d'ordre psychologique, une aventure. C'est un peu compliqué. Moi, je regrette, comme vous, qu'on n'ait pas les sources de Balzac, mais on n'a pas non plus celles de Dumas. Hein, on apprend tout à fait incidemment que Dumas est allé chercher les mémoires d'un D'Artagnan pour écrire Les Trois Mousquetaires. Bon, c'est amusant, mais c'est vrai que ça nous manque un petit peu. Ça ne se faisait pas ni à l'époque de Dumas ni à celle de Balzac. Aujourd'hui, on peut le faire. Et il me semble qu'il y a quelque chose d'honnête à dire que lorsque votre récit a été possible, a été rendu possible parce qu'un historien, parce qu'un philosophe, parce qu'un essayiste a écrit un livre dont vous vous êtes servi, qui a nourri vos personnages, qui a nourri la période dans laquelle vous inscrivez, je viens des classes populaires dans lesquelles on a pris l'habitude de dire merci. Donc je dis merci, je fais comme mes parents m'ont appris. Quand on reçoit quelque chose, surtout un cadeau littéraire, on dit merci. Quelle est l'importance de la littérature comme témoin de l'histoire ? La littérature, les livres, les romans ne changent pas l'histoire. Il y a peu de romans dont on peut dire ce roman-là a bousculé l'histoire. Sauf peut-être la Bible, que je considère comme une fiction. Mais hormis la Bible, les romans ne changent pas l'histoire. En revanche, je crois que la littérature change l'histoire, parce que la littérature, la fiction littéraire, finit par agir de manière, d'instiller nos... Anticipation ?
parfois d'anticipation, en tout cas toujours d'aide au lecteur pour réfléchir à sa place dans le temps. Je vais prendre un exemple. Lorsque je suis jaloux et que je lis Proust, je comprends pourquoi Swann est jaloux, et à travers la jalousie de Swann, c'est la mienne que je comprends. En fait, Proust ne parle jamais d'autre chose que du lecteur lui-même. C'est pour ça qu'il est un écrivain exceptionnel. C'est que chacun, à travers les personnages, vit sa propre vie et comprend sa propre existence. Et c'est en ça que la littérature est, à mon avis, irremplaçable. La rapidité avec laquelle Madeleine apprend le monde des affaires lui aide aussi de prendre sa revanche. Elle entre en action trop tard, elle se heurtera au mépris, à la fraude, et elle ne réussit pas de devenir plus criminelle que ses adversaires. Alors, ce que vous dites est compliqué parce que je ne voudrais pas, en vous répondant, dévoiler trop de l'histoire et empêcher nos... Nous marchons sur une crête. Oui, nous marchons sur une crête et donc... Ne disons rien. Oui, mais enfin, nous marchons sur une crête et vous me tendez en plus une peau de banane pour me faire glisser sur cette crête. Non, je vous retiens. Vous me retenez. Alors en fait, qu'est-ce qui va se passer? Tout le monde le comprendra très vite. Non, bien sûr, mais tout le monde va comprendre assez rapidement la situation dans laquelle va se trouver Madeleine. La question morale qui est posée, c'est Madeleine va être une victime et à un moment va décider si elle doit être une victime ou un bourreau. Chaque lecteur pourra, quand il aura terminé l'histoire, décider si moralement elle a bien agi ou mal agi. Ça, encore une fois, c'est la décision du lecteur. C'est un roman policier au sens que nous devenons de témoins de crimes qui, sans être élucidés, seront le départ de nouveaux crimes. Ne lisez pas le livre dans le métro, vous manquez votre station, vous arriverez sans doute au terminus. Ce suspense, il était important pour vous? Oui, parce que c'est ce que j'ai aimé, moi, quand j'ai découvert la littérature étant un jeune adolescent. Je lisais Dumas, je lisais les feuilletonistes du 19e siècle, et cette littérature feuilletonnante, c'est-à-dire qui emmène le lecteur, c'était le premier de tous les plaisirs littéraires. Après, j'en ai pris d'autres, adultes, des plaisirs, j'ai envie de dire, plus rationnels, des plaisirs plus intellectuels, mais le premier plaisir de la lecture, c'est un plaisir renversé. C'est un plaisir renversé, pourquoi? C'est parce que ce sont des plaisirs, des enthousiasmes qui font que le livre ne vous appartient pas, vous appartenez au livre le temps de sa lecture. Vous avez l'impression que c'est le livre qui dirige votre vie. Vous voulez vous arrêter de manger, vous fuyez le sommeil pour continuer le livre. Et ça, c'est les premiers plaisirs que j'ai pris adolescent. Et j'essaye aujourd'hui modestement de fournir au lecteur les plaisirs qui ont été les miens, les plaisirs premiers, qui sont ceux du suspense et de la littérature d'aventure. Crime et sexe, la séduction et le chantage conduisent vos protagonistes dans un cercle infernal de tromperies et de bassesses de toutes sortes. C'est le côté romanesque de votre roman, ou attribuez-vous ces motifs bas aussi au monde de l'argent de l'époque de votre roman? Je crois que y a deux choses. Dans le comportement des personnages, il y a quelque chose qui relève de leur époque, qui relève de ces années 25-30 dans lesquelles se déroule le roman. Et puis il y a des choses qui appartiennent à un fond humain un peu général. L'envie, la jalousie, le désir de revanche, je crois, sont assez éternels et n'appartiennent pas à une époque en particulier. En revanche, la manière de mettre en scène ces passions, elle relève de l'histoire d'une époque. En d'autres termes, être envieux, c'est de tous les temps, mais la manière d'être envieux dans les années 30 n'appartient qu'aux années 30. Nous n'avons pas encore parlé des autres protagonistes. Il est vrai, eux, ils fournissent bien le décor de ce que je voulais appeler un fresque romanesque. Citons toutefois page 173, Solange qui chante devant Hitler, « Demain nous mourrons ensemble », et le dictateur furieux et quitte la salle. Ce que je veux montrer dans ce livre, d'une façon qui j'espère surprendra le lecteur, c'est qu'il existe 1000 manières de résister au totalitarisme. Et là, on trouve une manière à la fois artistique et romanesque. J'espère en plus qu'elle sera émouvante pour le lecteur, comme elle l'a été à l'écriture de ce personnage.
Merci bien, monsieur. Merci beaucoup. J'ai toujours beaucoup de plaisir à discuter avec vous. Merci.